Au Mali, le capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo sera nourri au Prytanée. L'acteur principal du coup d'État du 22 mars 2012 contre le régime du président Amadou Toumani Touré a été promu mercredi 14 août 2013 au grade de général par le gouvernement de transition. Le capitaine putschiste n'est pas le seul à avoir été honoré par l'État malien. Un proche de Sanogo, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, actuel ministre de l'Intérieur, a également été élevé au rang de général, de même que le colonel Didier Dako, chef des opérations militaires de l'armée malienne dans le nord du pays. La promotion de Sanogo au rang de général n'est pas une première. En août 2012, dans un souci apparent de contrôler sa capacité de nuisance, le capitaine putschiste avait été nommé et installé en février dernier par le président malien par intérim Diokounda Traoré à la tête d'une structure avec pour mission principale de reformer l'armée malienne impuissante face à la menace djihadiste au nord. Quoique très médiatisé après les différents coups d'État qui ont secoué le pays, l'ancien colonel, devenu général, a depuis le lancement de l'opération Serval et même bien avant, brillé par son silence. Un silence à nouveau rompu 3 jours seulement après la victoire de l'ex-premier ministre malien Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle. La Guinée-Conakry est fin prête pour les législatives du 24 septembre prochain. La Cour suprême a validé mercredi toutes les listes des candidatures des 31 partis politiques engagés dans la course pour le Parlement, rejetant ainsi des requêtes en annulation introduites par certains citoyens contre quelques candidats. La liste a été déposée à la Cour par la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui avait demandé l'invalidation de la liste de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD, née à la faveur de la transition. La CENI avait alors invoqué une violation dans la forme de la démarche de l'institution chargée d'organiser les élections dans le pays. Ils sont ainsi près de 1800 candidats à briguer les 114 sièges de députés pour le compte de la future Assemblée nationale. Les partis politiques n'ont plus qu'à affûter leurs armes pour la campagne électorale dont le démarrage est prévu dans les 10 prochains jours. L'insécurité renforcée en Somalie a finalement eu raison de Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire a annoncé mercredi 14 août 2013 son retrait de la Somalie après 22 ans d'action continue dans le pays. Médecins sans frontières quitte la Somalie en raison du déséquilibre insoutenable entre les risques auxquels les équipes sont confrontées, les compromis que nous devons faire et notre capacité à fournir une assistance aux victimes somaliennes, a expliqué le président de MFS International Uni Karu Nakara depuis Nairobi au Kenya. La décision des Médecins sans frontières est selon Karu Nakara consécutive aux agressions extrêmement graves sur les équipes dans un contexte où les groupes armés et les autorités civiles tolèrent, voire soutiennent les assassinats, les enlèvements et les attaques contre des travailleurs humanitaires. Le respect des principes humanitaires, toujours fragiles dans les zones de conflit, n'existe plus en Somalie aujourd'hui, a également déploré le président de MSF International. En 2011, 2 employés espagnols de l'ONG avaient été enlevés dans les camps de réfugiés somaliens de Dadaab dans le nord-est du Kenya, avant d'être conduits en Somalie, où elles avaient été retenues pendant près d'1 an et demi. Les 2 autres enlevés en décembre de la même année n'ont pas eu la même chance car ils avaient été assassinés à Mogadiscio, la capitale somalienne. Au total, 16 employés de Médecins sans frontières ont été tués en 22 ans d'action en Somalie et plusieurs dizaines d'attaques contre des personnes, des véhicules et des hôpitaux ont été recensées. La Somalie est en état de guerre civile et privée d'un réel pouvoir central depuis la chute du président Siad Barre en 1991. Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Youssouf Ahmed annonce sa démission, regrettant n'avoir pu mettre fin au conflit dans son pays. Les événements en Égypte prennent une tournure des plus inquiétantes. Selon la télévision d'État égyptienne, des partisans des frères musulmans et du président déchu Mohamed Morsi ont mercredi attaqué l'emblématique bibliothèque d'Alexandrie au Caire, incendié le ministère des Finances dans le quartier d'Abbasaya et fait chuter du pont un véhicule de police à l'entrée de la place Rabat al-Adawiya avec 4 membres du personnel à l'intérieur. Le feu a été mis aux poutres lorsque les forces de l'ordre égyptiennes ont donné l'assaut finalement contre les manifestants qui réclament le retour aux affaires du président Morsi, dont la durée de détention
a encore été revue à la hausse par l'armée. L'opération à coups d'armes automatiques et de grenades lacrymogènes s'est soldée par des casses, des blessés et des morts. Face aux violences du Caire mercredi, le président tunisien controversé Mounsef Marzouki a jugé que la situation en Égypte devrait inspirer les politiques tunisiennes qui, au lieu de la force, devraient privilégier la voie du dialogue pour sortir le pays de la profonde crise politique provoquée par l'assassinat du député de l'opposition, Mohamed Brahmi. En Tunisie comme en Égypte, le gouvernement est engagé dans un bras de fer avec ses détracteurs depuis le 25 juillet dernier. Alors que les Émirats arabes unis et le Brahim ont manifesté leur soutien à la police et à l'armée contre les manifestants en Égypte, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Jean-Claude Mignon, a appelé les autorités égyptiennes à faire preuve de retenue et à ne pas faire usage des armes à feu contre leur propre population. Alors qu'ils risquent 90 ans de prison, les partisans de Bradley Manning à travers le monde entier militent pour que celui-ci soit érigé au rang de pacifiste. Les responsables du comité du prix Nobel ont indiqué mercredi que les défenseurs des droits de l'homme et des groupes de soutien du jeune soldat américain avaient déposé une pétition comportant plus de 100 000 signatures à l'Institut Nobel de Oslo en Norvège pour que le prestigieux prix soit décerné à Bradley Manning, à l'origine des révélations de Wikileaks. Selon les signataires de la pétition, personne n'a fait plus pour combattre ce que Martin Luther King Jr. appelait la folie du militarisme que Bradley Manning. Et à présent, étant toujours en prison et faisant face aux poursuites judiciaires incessantes du gouvernement américain, personne n'a autant besoin du prix Nobel de la paix, poursuit la pétition. À quelques jours de la fin de son procès fleuve, Bradley Manning a dit mercredi regretter d'avoir blessé des gens et les États-Unis. L'ancien analyste militaire a été reconnu coupable par une cour martiale de son pays pour avoir violé à 5 reprises la loi sur l'espionnage, transmettant environ 7000 documents top secrets, diplomatiques et militaires au site internet Wikileaks. En tout, 20 chefs d'accusation pèsent contre l'anglo-américain de 25 ans, notamment ceux d'espionnage, de fraude informatique, de désobéissance à l'armée, mais également de vol d'informations du gouvernement. Lors de son arrestation en mai 2010, l'ancien soldat avait déclaré que la publication des documents confidentiels avait un seul but, celui de provoquer un débat public sur l'armée et la politique étrangère américaine. Depuis son exil équatorien, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a déclaré que le témoignage de Manning avait été fait sous la contrainte et que la cour martiale qui le juge depuis 3 ans ne se satisfera que de l'humiliation du jeune soldat. À Oslo, le directeur de l'Institut Nobel, Geir Lundestad, a estimé que les 103 000 signatures de la pétition n'influeront pas sur le choix du comité Nobel. Pour le Nobel de la paix 2013, qui sera annoncé le 11 octobre dans la capitale norvégienne, le comité devra choisir parmi 259 candidats, soit 209 individus et 50 organisations.